Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de toutes les lectures que j'ai faites cet été. Ça commence à remonter pour certains livres d'ailleurs. Je voulais vous avertir que c'est sûrement la dernière fois qu'il va y avoir ce format-là sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vous chronique mes lectures à la fin d'une saison pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais, des fois il y a beaucoup trop de livres, il y en a que je me souviens pas du tout, donc on va essayer de rattraper le coup et vous faire des chroniques mensuelles. Et je pense que ça va être un peu plus pertinent de faire ça comme ça. Et si jamais il n'y a pas assez de livres, je vous parlerai peut-être des séries que j'ai regardées, des favoris du moment. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour la qualité de l'image aujourd'hui parce que ça se peut que l'éclairage varie pendant la vidéo pour la simple et bonne raison que c'est nuageux aujourd'hui. Mais je me rattrape parce que normalement le son devrait être vraiment meilleur que d'habitude puisque j'ai vraiment investi dans un micro. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps, je pensais pas que ça valait la peine ou je sais pas si j'allais continuer la chaîne. J'ai eu beaucoup de moments de doute, mais ça a l'air que je suis encore là et que j'ai acheté un micro. Donc on va dire que je suis là pour un petit moment encore. Donc j'ai lu tout ça, entre autres. Il y a quelques lectures que je vous parlerai pas parce que je les ai pas physiquement ou d'autres que j'ai déjà donné les livres parce que ça m'intéressait plus ou moins ces lectures-là. Ça aussi, les chroniques mensuelles, ça va peut-être aider à ce que je vous chronique vraiment toutes les lectures que j'ai faites. Premièrement, j'aimerais vous parler du manga Terrarium. C'est un premier tome de série post-apocalyptique science-fiction par Yuna Hirasawa chez Glénat Manga. Ici, on est dans un monde qui s'appelle l'archéologie. On vit sur différents arcs et il y a eu malheureusement le déclin de ces arcs-là. Et on va vraiment suivre qu'est-ce qui se passe après, surtout nos deux héros. Donc on va avoir une sœur et un frère, Shiko et Pino. Shiko, elle, c'est une cyborg qui est vraiment d'apparence humaine et qui est technologue, donc elle peut traiter en plus de la médecine humaine les robots aussi ou les cyborgs. Et son frère a plus une apparence de robot bien qu'il y ait un cerveau humain à l'intérieur. Et ils sont tous les deux à la recherche de robots qui seraient encore fonctionnels afin de récupérer leur partie vitale pour alimenter la clé de leur mère qui leur permettrait de retrouver leurs parents. Je pense qu'ils sont assez jeunes, entre 14 et 17 ans, et on va vraiment suivre leurs aventures. Ils vont aller d'endroit en endroit qui sont vraiment abandonnés depuis des centaines d'années parfois, et il y a encore des robots qui ont eu certaines commandes qu'on leur a attribuées et ces robots-là vont continuer leurs tâches comme si de rien n'était. Donc ils vont accompagner un peu ces robots-là dans leurs derniers instants afin de mettre fin à leur jour, mais d'une manière assez éthique, pour récupérer ensuite les parties intéressantes qui les intéressent. J'ai vraiment envie de découvrir le reste de l'histoire. J'espère que vraiment que c'est une saga qui va durer longtemps parce que les mangas de science-fiction, normalement, j'accroche pas trop et puis celui-là, je trouve à la fois mignon, à la fois intéressant, unique et c'est vraiment encourageant pour la suite. Ensuite de ça, j'ai lu aussi L'enfant du dragon fantôme par Ishii Yukishiro. C'est le premier tome d'une série chez Komiku. Ici, on va suivre une petite fille qui s'appelle Eve. Elle a environ 4 ou 5 ans au début de l'histoire et elle est littéralement jetée aux ordures dans un endroit où il y a toutes les ordures de ce monde-là qui se ramassent. Et cette petite va faire la connaissance d'un dragon qui habite dans ce lieu improbable-là. Et ils vont devenir rapidement amis, du moins le dragon va la prendre sous son aile. Il s'appelle Dodo parce que pour Eve, il dort tout le temps, donc elle l'appelle du premier nom qu'elle trouve. Ils vont grandir ensemble pendant 5 ans et malheureusement, le dragon qui se faisait très vieux va mourir. 6 mois passent et la petite Eve va ressusciter Dodo. Malheureusement, comme elle n'a pas tout à fait conscience de ses pouvoirs, va être un squelette qui est à peu près 3 fois la taille
ce qu'il avait, donc 3 fois plus petit. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on va se rendre compte que Eve, elle a peut-être été jetée aux ordures parce qu'elle avait des pouvoirs magiques et peut-être que dans cet univers-là, c'était pas bien vu pour certaines familles. Et ensemble, avec Dodo, ils vont aller en dehors d'endroits où il y a tous les ordures pour aller à la recherche du fils de Dodo. En chemin, ils vont avoir plusieurs quêtes qui vont leur être proposées par des villageois. Ils vont accepter parce qu'ils vont se faire un petit peu d'argent comme ça. Sur papier, comme ça avait l'air vraiment bien, mais l'exécution n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Pourtant, le tome, il est quand même épais quand je le tiens. Les dessins sont super beaux. Je pense que ce que j'attendais, c'était vraiment quelque chose avec plus de la magie, avec un dragon fantôme. C'est dans le titre, mais il est même pas fantôme, il est un squelette. En anglais, c'est Skull Dragon, le nom. Donc déjà, ça partait mal. Je pense que je vais attendre de voir les avis des gens pour le deuxième tome avant de le prendre. Des fois, les premiers tomes de manga, c'est assez superficiel. Donc je me demande si on va creuser un petit peu plus dans la suite de la série. Et le dernier manga que j'ai à vous parler aujourd'hui, c'est The Elf and the Hunter par Awa Umetaro chez Soleil Manga. C'est le premier tome d'une série. Ici, on va suivre deux personnages. On va suivre Magritte et son associé qui est un chasseur. Magritte, c'est une elfe qui a vécu très longtemps, qui est assez âgée et Magritte, elle fait des objets magiques. De ce que j'ai compris, il y a des gens qui sont comme dans un donjon avec des pièges et tout ça. Et Magritte, son rôle, ça va être de créer des objets afin que les gens qui explorent ce donjon-là puissent continuer leur chemin. Donc par exemple, il y a un sort qui fait en sorte que les gens qui visitent le donjon n'avancent plus et restent sur place jusqu'à temps qu'ils meurent. Mais Magritte, elle, son rôle, ça va être de trouver un objet magique pour leur permettre de passer cette épreuve-là. Il y a plein d'épreuves comme ça qui succèdent. Magritte va avoir plusieurs demandes, donc elle va créer plusieurs objets. Et avec elle, elle va avoir un chasseur attitré qui l'aide dans toutes ses tâches. Il est jeune, il est fort. C'est un humain qu'elle a sauvé quand il était petit, donc il est très attaché à elle. Et malgré leur grande différence d'âge et de taille, parce qu'il fait à peu près 2 fois sa grandeur, ils vont avoir des sentiments qui vont commencer à naître entre eux. C'est vrai que la relation entre les personnages puis le mystère autour du donjon, qu'est-ce qu'il y a au bout de cette quête-là, ça m'intrigue énormément, donc j'ai bien hâte de pouvoir continuer cette série-là. Maintenant, on va passer au roman. Comme je disais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 environ, donc on va commencer ça tout de suite. Le premier, il s'agit de L'Empire de l'écume par Andrea Stewart. C'est le premier tome de la série qui s'appelle La fée aux éclats d'os chez Big Bang. Là, je ne vais pas vous en parler trop parce que c'est un livre que j'ai eu un énorme coup de cœur. Et quand j'ai des gros coups de cœur, j'ai plein de choses à dire sur le livre. J'ai envie de parler de tous les détails avec vous et de vous donner envie surtout de le prendre. Donc je vais dédier une vidéo complète sur celui-là. Mais sachez juste qu'on est dans un monde de fantasy, donc c'est un livre de fantasy adulte. On va suivre plusieurs points de vue de plusieurs personnages et aussi on est dans un monde inspiré par la Chine, puisque l'autrice est chinoise-américaine, donc elle s'inspire beaucoup de sa culture chinoise pour ce monde de fantasy-là. Et il y a beaucoup de trucs qui sont très uniques, surtout par rapport au système de magie. Bref, je pourrais vous en parler pendant une demi-heure, mais je le ferai dans une autre vidéo. Donc, si vous êtes curieux à propos de ce livre-là, je vous dirais de vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas manquer la vidéo qui est dédiée à ce livre-là. Ensuite de ça, un livre jeunesse que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Mao et les maudits de Chêne au loup par Sophie Noël chez Gulfstream Éditeur. C'est un premier tome de série et franchement, j'ai passé un super bon moment. Donc ici, c'est environ à partir de 9 ans. Bon, bien sûr, on a des thématiques dans ce livre-là qu'on voit dans tous les livres de fantasy, c'est-à-dire le combat entre le bien et le mal, la famille et tout ça, des liens familiaux, des secrets de famille. Mais je trouvais que c'était apporté d'une manière où on se plonge presque dans un conte. Donc ici, on va suivre la jeune Mao qui, pendant la fête de son village, il va y avoir des gens qui vont
carrément juste tomber dans le coma, surtout des adultes, en fait que des adultes. Et les enfants vont se retrouver un petit peu tout seuls à essayer de résoudre ce mystère-là. Je pense que je vous en dirai pas plus sur la prémisse, à part que Mao, c'est vraiment un personnage super. C'était vraiment la petite fille courageuse qui va au bout de ses convictions, puis en plus elle a un lien spécial avec un loup avec lequel elle peut un peu communiquer par télépathie, donc lui il l'aide énormément. Et à travers ça, elle va découvrir justement un peu plus sur son père, qui malheureusement elle n'a pas connu parce qu'il est décédé quand elle était petite, et surtout plein de secrets autour de sa famille. Donc le premier tome se déroulait au printemps et le deuxième tome se déroule en hiver, donc je pense que je vais pouvoir prendre le deuxième tome très bientôt parce que franchement j'ai vraiment envie de savoir où s'en va les aventures de la petite Mao. Ensuite de ça, un livre de fiction historique maintenant avec le deuxième tome des Chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau, c'est chez Gallimard. Donc j'avais reçu les épreuves non corrigées. La tranche est blanche là, mais normalement elle est censée être colorée comme le premier tome. Donc le premier tome avait une tranche comme ça et le deuxième va l'avoir également. Ça sort à Québec début octobre, donc je pense que je vais me procurer le deuxième tome en format terminé. Parce que les épreuves non corrigées c'était bien fun à recevoir, mais comme vous voyez, les livres sont pas de toute qualité. Il y a comme la couverture qui est en train de prendre le bord. Donc ici c'est un deuxième tome de série de fiction historique qui se passe au Japon à l'époque Edo. Donc dans le premier tome, on suivait le jeune Chihiro qui était orphelin et qui a été recueilli par un ancien samouraï qui lui a enseigné ce qu'il appelle la voie du sabre, donc un peu toutes les techniques de combat. Et malheureusement un jour il y a quelqu'un qui voulait un sabre qui était très spécial et assez unique que son maître cachait dans cette petite maison dans la forêt. Et quelqu'un est venu pour le récupérer, il l'a pas trouvé et il a tué son maître. Donc le petit Ichiro s'est en allé à Tokyo pour essayer de vivre sa vie comme il pouvait. Il a fait un peu tout et n'importe quoi, il a vécu dans la rue, il a été commis dans une usine entrepôt de saké plutôt. Et il a aussi fait du théâtre dans un théâtre clandestin de kabuki et rencontré une mystérieuse jeune fille qui avait constamment sur son visage un masque de théâtre no. Donc on ne pouvait jamais voir son visage, donc beaucoup de mystères à propos de ça. Dans le deuxième tome, ça va être plus Ichiro qui va essayer d'aller retrouver ce sabre mystérieux là parce qu'il s'est passé des événements dans le premier tome que je vous dirai pas, mais il a été obligé de fuir la ville de Edo, qui est la ville de Tokyo aujourd'hui. En chemin avec un de ses amis, ils vont arrêter dans cette petite maison-là, récupérer le sabre, se rendre compte qu'il y a un message caché, d'aller rencontrer un certain Kama dans un certain temple à Kyoto. Ils vont se rendre là-bas et ils vont attendre presque des années dans ce temple-là en attendant que ce samouraï revienne. Et une fois que le samouraï est revenu, Ichiro il va être pris sous son aile et ils vont aller ensemble à Osaka, qui est vraiment le seul lieu, le seul château qui tient encore tête au shogun. Et à partir de ce moment-là, le jeune Ichiro va voir sa formation se parfaire, il va vraiment devenir un samouraï à proprement dit et il va se battre aux côtés de l'armée. Il va avoir plein de secrets qui vont être révélés à propos du sabre, à propos de Ichiro, de son passé et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment super. Camille Monceau, elle est vraiment bien renseignée sur le Japon. Je sais que c'est une passionnée de la culture nippone, qu'elle a lu énormément d'auteurs et qu'elle a vécu là-bas et que vraiment elle se renseigne énormément sur cette époque-là en particulier. Parfois c'est vrai que c'était un peu lent, mais je vous avouerai que la fin a complètement rattrapé le début qui a tout mis en place. Je sais qu'il y a encore 2 tomes à cette série-là, donc ça va être une tétralogie et j'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre. Et à la fois j'ai un petit peu peur parce que quand j'aime beaucoup une série, j'ai pas envie que ça se termine. Ensuite de ça, une lecture que je suis un petit peu mitigée avec ça.
Il s'agit de Anan, c'est aussi un deuxième tome de série, cette fois chez VLB Éditeur, écrit par Lily Boisvert. Ici, j'avais vraiment aimé le premier tome, j'avais vraiment accroché à l'histoire. On suivait une jeune capitaine dans un monde où les rôles des genres sont inversés, donc c'est vraiment les femmes qui sont au pouvoir et les hommes qui sont relégués à des rôle un peu plus manuel puisqu'ils ont des muscles, donc ils servent juste à utiliser leurs muscles, à travailler au champ. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme concept parce que c'est rare en fantasy où on met les femmes de l'avant. Dans le premier tome, on suivait la jeune capitaine, comme je vous disais, qui s'appelle Shaoli, qui devait mener une troupe pour essayer d'emmener le prince du royaume d'Anan dans le royaume adverse, donc le royaume d'Uranie, pour aller le porter à la reine Laépar, qui est la reine du royaume depuis des décennies. Donc c'est le jeune prince qui allait épouser la reine afin de rallier les deux royaumes. Dans le deuxième tome, on suit encore les mêmes personnages, bien que le titre soit la prêtresse. Cette prêtresse-là, qui est Drissayon, elle va pas être trop mise de l'avant, bien qu'elle a un petit rôle dans ce récit-là. C'est vraiment pas le personnage principal. Les personnages principaux, ça va être surtout encore Shaoli, la capitaine, et Birns, le prince. Il va se passer certaines choses entre eux, puisque eux qui se détestaient dans le premier tome vont avoir peut-être des sentiments qui vont commencer à naître entre eux dans le deuxième tome. Mais on va surtout avoir beaucoup de jeux politiques dans celui-là. Donc on va avoir déjà la reine Laépar, une fois qu'elle voit que son royaume à feu et à sang va se sauver, puisque les rebelles vont vraiment s'insurger contre le règne qui est mis en place depuis beaucoup trop longtemps. Et en plus de ça, tu as l'autre royaume, qui est les Inars, qui est aux portes de la ville, prêt à envahir l'Uranie. En plus de ça, à l'interne, dans la cour, il va y avoir beaucoup d'enjeux aussi. Disons qu'il faut surveiller ses arrières, sinon on va se faire planter un couteau dans le dos. Il y a plein de petites choses qui me dérangeaient. Premièrement, il y a un personnage, il y a plusieurs personnages super intéressants qui vont disparaître. Comme ça du récit du jour au lendemain. Il y avait un de ces personnages-là, sans trop vous dévoiler de trucs, on venait de déterrer plein de choses sur son passé et tout ça. Et puis là, ben, pouf, il disparaît. Ça m'a un peu refroidi, je vous avouerai, parce que c'était des personnages auxquels j'ai été attachée, ou surtout auxquels on attendait des réponses. Et là, je pense qu'on va jamais avoir les réponses, parce que c'était les seuls presque à avoir les clés de certaines énigmes. Il n'y avait pas beaucoup de descriptions de lieux et tout ça, et il y avait beaucoup d'anachronismes. Donc dans le premier tome et même dans le deuxième tome, il y a des prêtresses, il y a des temples, il y a des gladiatrices. Donc pour moi, je m'étais imaginé vraiment un royaume inspiré de l'Empire romain. Mais après ça, dans le deuxième tome, on va arriver devant un château avec un pont-levis, avec un bal où des femmes avec des robes à faux cul, et on va aussi avoir des lits à baldaquin. Donc je sais pas si vous voyez, comme un est inspiré vraiment du médiéval et un est vraiment inspiré de l'Empire romain. Je peux comprendre qu'il y ait plusieurs styles architecturaux qui cohabitent dans cet univers-là, mais c'est comme jamais vraiment décrit explicitement. Si ça avait été décrit vraiment, on aurait pu se dire ok, ce lieu-là est comme ça, ce lieu-là est comme ça, mais là, est-ce que c'est parce que ça n'a pas été réfléchi ou si... je sais pas. Bref, je suis un peu dans le néant par rapport à ça. Par contre, la fin était assez intrigante, donc je pense que je vais poursuivre la trilogie, donc il reste un tome à cette série-là. Je vous avouerai que le premier, je disais beaucoup que c'était de la fantaisie adulte, qui était accessible pour les jeunes, mais là dans celui-là je vous avouerai que je retire ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de scènes qui sont assez olé, assez crues aussi, il y a un petit peu plus de violence, donc soyez avertis si vous continuez cette série-là ou si vous prenez le premier tome ou si vous offrez le premier tome à quelqu'un. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Gang des prodiges par Marissa Meyer. C'est le troisième tome d'une série, donc ici c'est le titre de ce livre en particulier, c'est Supernova. C'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc dans le premier tome, on rencontrait deux groupes de super-héros. On avait les anarchistes d'un côté et les renégats de l'autre. Dans les renégats, on suivait surtout une jeune fille qui s'appelle Nova et qui avait la particularité d'avoir deux pouvoirs. Donc son premier pouvoir, c'était quand elle touche des gens,
il tombe endormi. Aussi la particularité de ne pas dormir elle-même, d'être insomniaque. Et de l'autre côté, on va suivre surtout un jeune garçon qui s'appelle Adrien. Donc lui, son super pouvoir, c'est quand il dessine des objets, ça prend vie, des objets, des animaux, n'importe quoi. Ça devient physique dans notre monde. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une identité secrète qui s'appelle la Sentinelle. Et la Sentinelle, elle a plein de super pouvoirs, simplement parce que lui, il va commencer à se tatouer sur son corps des objets qui vont faire en sorte que ça va lui procurer des pouvoirs spéciaux. Ces deux personnes-là vont se rencontrer. Évidemment, Nova, elle, qui est dans les anarchistes, ne comprend pas pourquoi les renégats, eux, sont au pouvoir. Les anarchistes, eux, ils prônent un mode de vie un peu de liberté, surtout de pouvoir faire ce qu'ils veulent, tandis que les renégats, eux, ils se sentent l'obligation d'être au service de la population qui, eux, n'ont pas de super pouvoir. Et ça va être un peu une espèce de petite guerre entre les deux clans. Donc on va voir Nova qui, elle, comme je disais, fait partie des anarchistes et qui va essayer d'infiltrer les renégats. Tandis que Adrien, qui est sketch, lui, il va cacher sa véritable identité de la Sentinelle parce que la Sentinelle agit pour aucun des deux clans, mais agit vraiment de son propre chef. Évidemment, il va y avoir des relations qui vont se créer, des sentiments qui vont émerger de ces rencontres-là entre Nova et Adrien. Et surtout, il va y avoir dans le deuxième tome un élément qui va changer la donne, c'est que les renégats vont avoir créé une espèce de sérum ou un vaccin que quand tu le donnes à quelqu'un qui a des pouvoirs, ben ça efface complètement ces pouvoirs-là. On a un peu un revirement de situation où on a les gentils qui deviennent un peu les méchants. Et dans le troisième tome, on va avoir un peu toutes les retombées de ça. J'ai vraiment aimé les premiers tomes. J'étais peut-être un petit peu moins investie dans le dernier tome, mais ça reste quand même une bonne série de science-fiction young adult. Et franchement, si ça vous intéresse, maintenant que les 3 tomes sont sortis, je trouve ça super intéressant de pouvoir les enchaîner. Et je pense que j'aurais aimé ça faire ça parce qu'il y a tellement d'informations que j'avoue que dans le troisième tome, j'étais un petit peu perdue et j'avais oublié certains détails de trucs qui s'étaient passés auparavant. Donc, quand même une bonne lecture, mais je vous conseille vraiment de ne pas attendre un an et demi entre chaque tome comme je l'ai fait. Et le dernier livre, et non le moindre, il s'agit de Magic Charlie. C'est le deuxième tome par Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et pour ça, ça a été vraiment une bonne lecture. Ça a été un gros coup de cœur. Et je vous avouerai que ça va être difficile d'attendre au troisième. Dans le premier tome, on rencontrait un jeune garçon qui s'appelle Charlie et qui ignorait tout du fait qu'il était un magicien, qui pouvait pratiquer la magie. Et j'ai trouvé ça super original. À la base, on comparait énormément ce livre-là à Harry Potter. Mais je vous avouerai que c'est complètement d'autres choses, surtout dans le deuxième tome. Puisque ici, dans le deuxième tome, qui s'intitule Bienvenue à Saint-Fouettard, Saint-Fouettard, c'est un peu un pensionnat de magie, donc on pourrait s'attendre à quelque chose comme Poudlard, justement, qui est un endroit merveilleux, magique, qui est une deuxième maison pour tous les fans d'Harry Potter. Mais ici, c'est complètement le contraire. C'est un endroit froid, sombre, où les élèves apprennent à peine à faire de la magie, c'est même déconseillé d'en faire. Les cours, c'est vraiment de la rigolade, puis en plus, avec le brevet qu'ils te donnent à la fin de tes études, tu peux même pas faire de métier. Bref, c'est vraiment une punition, c'est presque une prison. Ils donnent à manger des trucs dégueulasses que t'as pas envie de manger. Bref, c'est une horreur. Et Charlie et son ami Sapotique ont été envoyés là un peu comme punition, vont essayer de s'en sortir, mais surtout d'aller secourir le maître Lynn, qui lui était un peu le professeur de Charlie dans tout ce qui est de la magie dans le premier tome. Ça a l'air sombre, ça a l'air plate comme ça, mais c'est super intéressant. On voit vraiment les personnages évoluer, essayer de s'en sortir, vraiment l'amitié, peut-être plus
qui commence à se développer entre certains personnages, mais aussi il va y avoir des courses de citrouilles qui est comme une espèce de citrouilles géantes qui ont été creusées. On rajoute des roues à ça puis on fait des courses endiablées avec ça. Et moi, dès qu'il y a un aspect de compétition où les personnages doivent apprendre plein de choses rapidement, c'est vraiment un élément que j'adore dans mes lectures et là j'ai été servie pour ça. On va avoir aussi des licornes, un dragon, on va avoir plein de choses improbables et franchement c'était un plaisir de pouvoir retourner là-dedans malgré que c'était beaucoup plus sombre, mais les principes que Audrey Alouette avait mis en place, tout fait du sens dans cet univers, la magie commence à disparaître, donc c'est un peu inquiétant aussi comme atmosphère. Pour ma part, vraiment c'était un énorme coup de cœur, j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Comme vous voyez, c'est pas un petit tome, mais franchement ça valait tout le temps que j'ai investi là-dedans et j'ai super hâte au prochain tome. J'espère vraiment que la série va être vraiment longue parce que, encore une fois, c'est le genre de série que t'as pas envie qu'il se termine. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous de lecture, de livres, de littérature. Bref, c'est vraiment ma partie préférée sur YouTube de pouvoir parler avec vous. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!